Est-ce que les économies vont arriver à converger avec, vous le voyez, un panel effectivement dont on attend beaucoup aujourd'hui. On va voir avec vous, donc on va essayer de répondre à cette question très importante, puisque c'est vrai que depuis le début des années 90, on voit cette réduction des écarts de revenus dans le monde, mais est-ce que pour autant on peut affirmer que les économies vont converger? C'est toute la question. Alors pour nous en parler, je vais présenter rapidement nos intervenants. Donc nous avons au centre, Madame Jacqueline Mogou. Vous êtes avocate de profession, vous êtes née au Kenya, donc voilà, vous êtes là, Jacqueline. Vous êtes née au Kenya, vous avez eu votre diplôme de droit à l'université de Nairobi. Vous êtes l'actuelle secrétaire générale de Business Africa, directrice de la Fédération des employeurs du Kenya. Vous êtes également membre du conseil d'administration de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Notre dame que je présente également, donc c'est Rekia Madougou. Vous êtes ancienne garde des Sceaux, ancienne ministre de la Justice, ancienne ministre de la Microfinance et de l'Emploi, et vous avez donc ouvert un cabinet de consulting spécialisé en développement et en finance inclusive. Il s'appelle International K Consulting et vous a accompagné aujourd'hui plusieurs gouvernements d'Afrique de l'Ouest. À côté de vous, alors attendez. À côté de vous, voilà, au centre, entouré par les deux dames, justement, nous avons Jomo Kwame Sundaram. Alors, on vous appelle Jomo, donc vous m'avez dit effectivement votre nom, c'est Jomo. Vous êtes économiste malaisien, spécialiste de l'économie du développement, et vous travaillez actuellement sur la convergence des économies. Vous êtes membre également de l'International Development Economics Associates. À l'extrémité, donc à côté de Madame Rekia Madougou, vous avez donc Monsieur Mohamed Soual. Vous êtes Chief Economist donc à l'OCP. Et à côté de moi, nous avons donc Thierry Pilenko. Vous êtes président exécutif de Technip FMC, puisque vous avez donc fusionné très récemment. C'est une entreprise donc d'ingénierie et d'équipements pétroliers, et vous avez donc une grande expérience dans tout ce qui concerne le parapétrolier. Et puis enfin, à l'extrémité, donc par rapport à moi, Lionel Rago, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Paris-Nanterre, conseiller scientifique également au CEPI et bien sûr membre du Cercle des économistes. Et c'est donc à ce titre que vous allez maintenant introduire notre session. Eh bien, merci Isabelle. Donc, nous avons beaucoup de chance, bonjour à tous, beaucoup de chance d'avoir un panel qui a beaucoup de compétences, d'expérience sur la question qui nous intéresse, qui a une vaste question. Les économies vont-elles continuer à converger ? Ce que je voudrais vous dire pour introduire le sujet, ça va nous permettre aussi peut-être de le réduire en quelque sorte un petit peu, parce qu'on n'aura pas le temps d'évoquer tous les points qui permettraient de répondre en détail à la question. Alors, si on part du constat qu'il y a un certain nombre de pays qui sont riches, alors on devrait dire prospères, compte tenu du thème des rencontres de cette année, donc un certain nombre de pays qui sont prospères, d'autres qui le sont moins, et puis d'autres qu'on peut même qualifier de pays pauvres. Ces inégalités existent depuis fort longtemps, elles continueront, mais néanmoins, elles ne sont pas figées ni dans le temps, ni dans l'espace. Ce ne sont pas forcément toujours les mêmes pays qui seront considérés comme pauvres, ceux qui sont considérés comme riches. Il y a des évolutions. Alors, je crois qu'il ne faut surtout pas qu'on développe la question en prenant les pays les uns après les autres. Néanmoins, il y en a qui ont connu un développement assez rapide dans la période récente. On peut penser aux 4 dragons, donc qui ont trouvé le chemin de la prospérité. D'autres, à l'inverse, qui ont connu le chemin inverse, qui ont régressé, auxquels on ne pense pas nécessairement, parce que souvent, ce n'est pas une régression dans l'absolu, c'est qu'ils ont progressé moins vite que les pays avancés. Et je vous donnerai simplement l'exemple de l'Argentine, auquel vous n'aurez peut-être pas pensé naturellement, pour montrer le chemin inverse. Mais l'Argentine avait un revenu par tête, qui va être notre indicateur principal, néanmoins pour mesurer la richesse des différents pays. Un revenu par tête qui est à peu près équivalent, légèrement inférieur. Il représentait 80% du revenu par tête du Royaume-Uni, juste avant la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, il ne représente plus que 40% du revenu par tête du Royaume-Uni. Donc, il a décroché, enfin, l'Argentine a notablement décroché au cours du XXe siècle par rapport au club des pays riches. Alors, on pourrait donner plein d'autres exemples comme ça. Néanmoins, il y a eu 2 grandes tendances. On peut caractériser 2 grandes tendances dans ces inégalités de revenus entre les pays. La première grande tendance, c'est celle qu'on va appeler la tendance de la grande divergence. Donc il y a eu une grande divergence entre les pays riches, avancés, et le moment fondateur, c'est la révolution industrielle. Donc avec la révolution industrielle, il y a un certain nombre de pays, dont le nôtre, mais pas seulement, qui ont su développer ces nouvelles technologies, ces nouveaux modes d'organisation, et qui ont connu un développement très conséquent
dont on n'a aucun autre exemple dans l'histoire de l'humanité en si peu de temps. Inversement, la plupart des autres pays, ce qu'on appellera le reste du monde, lui n'a pas su ou n'a pas pu utiliser ces nouvelles technologies, ces nouvelles productions, et ces deux groupes de pays ont connu des développements relativement divergents. Ce qui donne lieu à des écarts de revenus. Alors, c'est des statistiques que je vais vous donner, mais ça correspond à des réalités humaines, à des réalités concrètes très, très importantes. Au début du 19e siècle, l'écart de revenus par tête entre les pays dits riches, pour faire simple, et le reste du monde, tous les autres, était finalement pas si élevé que ça. Le rapport était de 1 à 2. C'est-à-dire que les pays riches étaient 2 fois plus riches que le reste du monde. Le revenu par tête était 2 fois plus élevé. Au début des années 1990, cet écart était passé de 1 à 7, ce qui vous montre justement cette grande divergence dans l'évolution des revenus par tête entre les pays riches et le reste du monde. Donc ça veut dire que maintenant les pays riches, enfin au début des années 90, avaient un revenu 7 fois plus élevé que le revenu dans le reste du monde. Et puis pourquoi 1990 ? Parce que c'est justement la période où on va avoir une évolution en sens inverse, au sens où on a un rattrapage. On a un rattrapage, alors pas de tous les autres pays, mais de ce qu'on a appelé les pays émergents. Et pourquoi c'est significatif ? Parce que ces pays émergents, la Chine, l'Inde, pour ne citer que ces deux-là, justement représentent une part très importante de la population mondiale. Donc c'est une part importante de la population mondiale qui va connaître un développement relativement élevé. Juste toujours pour vous donner un chiffre, la Chine, en 25 ans, ces 25 dernières années, a divisé par 6 son écart de revenus par tête par rapport aux États-Unis. Donc c'est une des caractéristiques des évolutions économiques actuelles. Tout se fait de manière plus importante et en un temps de plus en plus court. Donc on est entré avec cette évolution des pays émergents dans ce qu'on a appelé maintenant la grande convergence. Et la question qui nous préoccupe, c'est de savoir est-ce qu'elle va se poursuivre, en sachant qu'elle est fondée sur des mécanismes qui atteignent en partie leurs limites, qui est l'intégration de ces pays-là dans la mondialisation, qui a permis de développer leur secteur manufacturier, mais parce que, ayant une main-d'œuvre peu chère, donc très compétitive, et donc tout le secteur manufacturier a été délocalisé dans ces pays-là, sauf que maintenant, avec l'élévation du niveau de vie, leur main-d'œuvre devient plus élevée, et donc ils se retrouvent eux-mêmes en concurrence avec d'autres pays qui utilisent la même stratégie, je pense au Vietnam ou au Bangladesh. Donc est-ce que ça peut se poursuivre ? C'est la première question qui va animer nos débats. Et la deuxième question, elle sera beaucoup plus ouverte, c'est est-ce qu'il peut y avoir d'autres voies de rattrapage ou de développement, pour dire les choses plus simplement, que celles qu'ont connu la Chine et l'Inde, c'est-à-dire l'intégration dans la mondialisation, avec une concurrence sur les pays, avec les pays riches liés à la main-d'œuvre à faible coût. Est-ce qu'on peut envisager d'autres modes de développement ? Et il y a eu beaucoup de travaux menés par les économistes, mais sur des approches plus locales, plus microéconomiques de projets. Et donc ça sera l'objet éventuellement d'un deuxième tour de table. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lionel, merci. Je pense qu'on peut l'applaudir. Alors effectivement, donc on a prévu de faire cette table ronde en 2 temps et de vous faire participer tout de suite à la fin du premier temps pour pas que vous attendiez finalement à la fin de toutes les interventions pour pouvoir intervenir, pour avoir peut-être quelque chose d'un peu plus interactif. Enfin, on teste, c'est une nouveauté. Jean-Hervé est d'accord, donc tout va bien. Et donc on va commencer par un premier tour de table. Donc vous allez chacun parler 3 minutes. Vous savez le timer qui apparaîtra si vous ne respectez pas ce temps. Vous connaissez la règle. Et ensuite, donc vous aurez la parole et puis on refera donc un second tour de table et vous aurez également la parole. On prendra également la question, comme il en est de tradition, d'un étudiant. Donc, premier tour de table, si vous le voulez bien, on va commencer ladies first, perhaps, pour voir, tout simplement faire un état des lieux, comme nous le disait Lionel. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cet état de convergence ? On commence peut-être avec vous, Rakia. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je pense qu'avec l'état des lieux que Lionel vient de faire, on a quand même une vue absolument globale de la problématique de la convergence des économies. Mais je m'en voudrais dans cet état des lieux si je n'ajoutais pas quand même une source importante de méconvergence que l'histoire du monde a quand même connu. C'est-à-dire que la divergence, à un moment donné, a été d'abord du fait de la révolution industrielle, telle qu'il l'a rappelé, mais également la divergence a été, à un moment donné également, du fait du colonialisme. Et donc c'est ce colonialisme qui, à un moment donné, a
implanté une sorte donc de dichotomie entre des économies de pays en développement, qui le sont d'ailleurs restés encore aujourd'hui, et donc des pays dits riches, des pays développés. Il est important de le rappeler, étant entendu que malheureusement, ces pays donc en développement continuent de se battre aujourd'hui pour retrouver une forme justement de rattrapage par rapport à l'économie mondiale. Il est d'autant plus intéressant de le préciser qu'on a bien vu, comme Lionel l'a rappelé tout à l'heure, que certains pays asiatiques ont réussi quand même à rattraper de fort belle manière l'écart de développement qui existait entre eux et des pays développés. Ce rattrapage se poursuit en dépit du ralentissement de la croissance économique dans certains pays asiatiques entre 97 et 98, peu importe. Toujours est-il que cet écart a été rattrapé dans une large mesure, mais que du fait du colonialisme, en tout cas dans une large mesure, certains pays en développement, dont la plupart aujourd'hui se trouvent sur le continent africain, peinent à retrouver une forme de développement durable et une forme de développement pérenne qui puisse davantage les aider à réduire l'écart de développement. Cet état des lieux complété en ce qui concerne les sources de divergence m'amène justement à poser un deuxième fait. Ce deuxième fait, en fait, est inhérent à la qualité de la croissance, c'est-à-dire la qualité de développement que nous recherchons dans les économies. Étant entendu que lorsque nous parlons de qualité de développement, on fait allusion justement au capital humain. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui en matière de convergence des économies, c'est que nous avons des économies à double vitesse. D'une part, nous avons des économies où l'amélioration de la qualité de vie est une réalité, où effectivement ces économies-là, parce que justement elles génèrent de plus en plus de capitaux, arrivent à investir ces capitaux ailleurs, et donc entre autres dans les pays en développement. Bien entendu, quand ils arrivent à investir ce capital dans les pays en développement, ce n'est pas pour des raisons de philanthropie, pour la plupart du temps, qu'on ne se leurre pas. C'est beaucoup plus parce que de plus en plus, les pays en développement aujourd'hui détiennent un fort potentiel de croissance, et que donc d'ailleurs selon une étude de la CNUSED, aujourd'hui l'Afrique est la partie du monde où l'investissement est le plus rentable du monde. Et donc on arrive à investir de plus en plus dans certaines régions africaines parce qu'on se dit que l'investissement va être plus rentable. Et donc, parlant de cela, on se dit que quand on va investir en Afrique, est-ce qu'on investit dans les secteurs qui favorisent fondamentalement le développement du capital humain et donc les transferts de connaissances, les transferts de compétences qui vont permettre à cette partie du monde de pouvoir davantage se développer et surtout au profit des populations. Je veux donc faire référence à la croissance inclusive. Merci beaucoup, merci donc pour ce mot très important qui a été lâché, donc l'investissement, l'investissement qui va être un des maîtres mots. On va continuer avec vous, Jacqueline Mengo, donc pour répondre to answer the same questions. Thank you. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Oui. One of the challenges I have is whether you'll hear me or not, because my voice is half gone. So if you don't hear me, please wave your hands wildly, and I'll be able to try and do my best. The economic indicators have been given by the previous speaker, and my sister who spoke just before me, I think, talked about the history of Africa and some of the economies that, of course, were colonized and have had to catch up with the rest of the world in terms of their development. My entry into this conversation is really speaking as an African and speaking as a private sector person whose main job is to lobby governments and to talk to them to try and change the climate in which business is done in the continent, to remove the overregulation and the burdens on bureaucracy, to be able to convert the growth that the continent has seen, which everybody acknowledges as being good, above average, but it's not translating into changed lives on the ground. So I think the ability to convert that growth into changes in real livelihoods and the standard of living of people is very important. I have been alive for almost 60 years now. If you go into the rural villages, women, men are still living pretty much the same lives they lived 50 years ago at independence. So there's a problem with the development agenda and program that we've applied as human beings in the world to date. The reality is that the catching up can happen, yes, but we need to change that mindset that
tries to put all the countries into one basket. The standards of measurement of growth is GDP per capita, although there are debates about whether to change that or not. If you look really at GDP per capita, then the growth numbers that we're seeing in Africa don't make much sense because the bulk of the people live on less than $1 a day. So one of the things that needs to change, I think, is that the developing world need to speed up their growth and translate this to jobs and to help people within the continent really address the issues that hold them back. So the other thing about Africa and other parts of the developing world is how they are perceived. If you talk about investments, you'll be told, but Africa is a very complex environment to invest in. Africa is insecure. We're not sure what will happen tomorrow. But I think the global changes that we've seen has changed that story. The whole world is unpredictable. So that perception, I think, is that's something that needs to change over time. And some of the advantages of the changes that we're seeing in the world, I think, have also maybe changed the story on how we see the bridging of the gaps in terms of globalization and migration. I'll continue this story when I have more minutes. Okay, thank you very much. And so we continue. Yes, we can applaud her. Of course. And thank you because your voice, mine is not very good too. I'm sorry. So we continue with you, Jomo. So what is your mind about that question about the convergences mechanism at work in the world? I think it's useful for us to consider the... Micro, yes, Mike. I think it's useful for us to consider the history of divergence which has taken place. The history of divergence is not something which was set in stone. It began roughly, according to people like Angus Maddison, about 500 years ago, at the time of the beginning of the colonial conquest. And they grew especially about 2 centuries ago, from the time of the Industrial Revolution. Now, during the 20th century, we saw a very interesting phenomenon of national level inequalities going down in the period after the First World War and until around 1970s. But since then, inequalities have grown at the national level, but not internationally. And the main reason for this divergence is that there has been a significant increase of growth in some developing countries at a time when some other developed countries were slowing down. Now, this difference is very important. Even among developing countries, as has been pointed out by others, the growth was largely initially confined to East Asia and to a lesser extent to South Asia. In much of Africa and and Latin America, we saw, in the case of Africa, a quarter century of stagnation from the late 1970s to the beginning of this century. In the case of Latin America, one lost decade and arguably a second lost decade. So this divergence, I think, is very important for us to understand. And the nature of the so-called recent convergence is a very mixed phenomenon of greater national level inequalities in many, many economies, but due to the high growth in East Asia and some other economies, we find that there has been some degree of convergence. But this convergence is beginning to turn around again. And the main reason, I would argue, has been the collapse of commodity prices since the late 2014. This initially began with petroleum, but continued and affected almost all other commodity prices, and that has brought an end to the more than one decade of growth which we saw in Africa. Now, how do we understand this phenomenon? I think if we look at the post-Second World War period, there was a period of relatively high growth during what some English Anglophone economists call the Golden Age. And this was due to a combination of Keynesian policies at the national level and developmental policies at the international level, especially in Africa and Asia among the newly independent countries.
But this came to an end for a variety of reasons, and it's important for us to recognize this. Now, in the recent period, this phenomenon which we call globalization is often linked to economic liberalization, but I would emphasize it is the strengthening of property rights which is far, far more important. And it's not only the strengthening of traditional property rights, but the extension of property rights in ways which we have never previously conceived, which are strongly associated with what are called free trade agreements, but are actually related to more to investment factors, as well as the extension of property rights to things like so-called intellectual property rights. Now, all this is a new phenomenon, and I think it's very important for us to consider what are the prospects for a possible convergence with the increased availability of capital. I do not put so much emphasis on the recent Chinese initiatives, but I think there is a possibility if there is the recycling of petrodollars in interesting new ways, as well as a recycling of private East Asian capital in interesting new ways. And this, I think, is a phenomenon for us to consider. The last point is the importance of the relationship between inequality, not only at the national level, but also at the international level, in ensuring adequate aggregate demand in order to sustain growth in the near future, particularly for developing countries. Let me stop here. Thank you very much. Thank you very much, Jomo. On va maintenant écouter donc Mohamed Soual donc sur ce même thème de cet état des lieux aujourd'hui des inégalités. Où est-ce qu'on en est? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. L'intitulé de la session, c'est les économies convergentes-elles. Moi, pour ma part, je préfère revenir à la notion de développement parce que, tel que d'ailleurs François Pirault l'avait défini au début des années 60, le développement, c'est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel et global. Je crois que ça me semble important. Or, ce que l'on constate sur l'ensemble des économies et surtout sur les économies de développement aujourd'hui, c'est que la croissance peut se réaliser, mais sans entraîner forcément le développement. Je crois qu'on a chanté un peu quelques taux de croissance assez importants ces dernières années dans un certain nombre d'endroits dans le monde, en Afrique particulièrement, j'y reviendrai peut-être, et que, deuxième constat, c'est que le partage des richesses peut être très inégalitaire. Et l'on a vu à travers toute l'histoire économique depuis la première révolution industrielle, c'est que le développement a été accéléré lorsque le développement a été quelque peu égalitaire et que la redistribution était faite au profit de tous. Or, ce que l'on a constaté, c'est que la captation des fruits de la croissance ne profite qu'à une frange de la population au détriment du reste. Or, ce qui peut mesurer le développement, je donne toujours des définitions avant de donner mon avis sur cette question, c'est que ce qui mesure le développement, c'est la productivité, qui permet d'enclencher le processus d'accumulation. Et quand on voit aujourd'hui, sur les questions du capital humain, la croissance n'entraîne pas, faute d'investissement dans le capital humain, des gains de productivité qui permettent précisément ce développement. Deuxième question, j'y reviens, j'insiste parce que ça me semble important, la justice sociale qui permet que les richesses soient partagées au profit de tous. C'est pour ça que dans toutes les économies développées, la première chose que l'on constate, c'est l'émergence de classes moyennes très larges, et c'est elle qui entraîne les consommations et aussi les comportements. Troisième indicateur, la durabilité, qui, elle, indique la dimension de long terme du développement. Et enfin, le développement, je crois que je me mets pour une très, très, très infime part, un peu pas en contradiction, mais disons que je nuancerai le propos, c'est que le développement est engendré par la population elle-même et non jamais par une aide extérieure. Donc,
Donc ça, c'est une question qui me semble aussi importante. Donc qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Et je cite François Bourguignon, qui a fait un travail extrêmement remarquable, que l'on peut trouver dans son travail de 2013 sur les inégalités dans le monde, que seule la croissance asiatique aujourd'hui est facteur d'égalisation mondiale. Donc, et ce qui me permet de parler aujourd'hui plus de polarisation dans le monde que réellement de convergence. La seconde, c'est que cette polarisation produit des effets secondaires très forts sur les autres régions en développement, en particulier l'Afrique et l'Amérique latine. Et on a vu que l'Afrique a connu des taux de croissance dans certaines régions qui sont absolument remarquables, mais aussi par le prix des commodités, tout à l'heure ça a été parlé, qui était très très élevé, et justement parce que la Chine était en très forte demande sur ces commodités, et dès qu'il y a eu repli, il y a eu un repli sur les prix. L'Angola, par exemple, je peux donner cet exemple, a connu des taux de croissance de 16-17%. À un moment donné, aujourd'hui, il est en récession parce que les prix de l'énergie fossile a beaucoup reculé. Alors, dans le même temps, ce que l'on constate aussi, c'est que l'inégalité au sein des pays est toujours portée par un échange inégal. Je ne reviens pas un jargon marxiste aujourd'hui dépassé, mais l'extension du commerce nord-sud, sud-nord a des effets sur la concurrence par le coût de la main-d'œuvre asiatique aujourd'hui qui crée une pression sur tout le monde, y compris dans les pays développés. Le progrès technique aujourd'hui qui permet je vais le dire en anglais, winners takes all. Ils prennent tout. C'est le progrès technique qui est aujourd'hui un maître-mot sur ces questions importantes. Enfin, la réorganisation de la production mondiale profite aux détenteurs de capitaux et aux managers. Je crois que la question Merci. Vous voulez que je m'arrête parce que pour cette fois-ci, oui, mais après, vous aurez à nouveau la parole. Au départ, on m'a dit j'ai 5 minutes. Et en deux fois, on le fait en deux fois, en deux parties. On le fait en deux parties. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci, on peut l'applaudir, on peut applaudir Mohamed. Et on va terminer avec vous, Thierry. Donc, Thierry Pilienko, on attend évidemment votre avis avec attention. Je vous ai vu réagir justement quand on évoquait les problèmes qui concernent votre secteur, celui que vous connaissez particulièrement bien, donc le pétrole. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais descendre à un niveau un peu plus microéconomique parce que les éléments macro, on les a tous bien compris. Je suis absolument d'accord avec tout ce qu'on a entendu sur la divergence provenant de la colonisation, et entre autres. Mais quand on travaille dans le monde du pétrole et du gaz, on travaille dans l'industrie qui est probablement une des plus globales au monde, du fait de la capacité que l'on a à transporter ce pétrole et le gaz, et aussi du fait qu'on en trouve pratiquement partout dans le monde, et pas toujours dans les endroits développés ou non développés. Il y a vraiment toute une gamme de production. Donc, qu'est-ce qu'on observe en termes de convergence dans nos métiers? Avant d'en parler, je voudrais aussi expliquer que cette divergence, elle ne s'est pas nécessairement arrêtée à la fin de la colonisation, parce qu'il a fallu un peu de temps pour les pays qui étaient concernés. Ce ne sont pas seulement les pays africains, d'ailleurs, c'est aussi une grande partie des pays asiatiques, et je dirais même du Moyen-Orient. Il a fallu un certain temps pour ces pays et les entreprises nationales de ces pays pour se réapproprier les ressources et se réapproprier les outils. Donc en fait, la colonisation, qui était quand même quelque part un élément d'investissement dans des pays à potentiel, l'argent de cet investissement était capturé et capté par les pays colonisateurs, mais l'investissement qui avait été fait, une partie a quand même été ensuite a été approprié ou s'est fait approprier par les pays concernés. Cela dit, tout le monde n'en a pas fait le même usage. On a vu beaucoup de contrastes, en particulier dans le monde du pétrole et du gaz, entre des pays qui ont été capables,
à travers suite aux découvertes qui parfois étaient des découvertes très anciennes, ont été capables d'avoir un développement qui est allé bien au-delà des ressources naturelles, et d'autres qui, au contraire, sont restés un peu esclaves de ces ressources naturelles. Et donc, des effets, comme vous l'avez mentionné, avec des effets de croissance très rapides, comme en Angola, suivis par des périodes de récession, simplement parce que l'Angola, comme le Venezuela, comme beaucoup d'autres pays, est resté beaucoup trop dépendant d'un seul type de ressources. Alors, qu'est-ce que l'entreprise fait dans cet environnement, qui est un environnement qui reste quand même volatile, puisqu'on l'a vu, les prix du pétrole et du gaz peuvent chuter très rapidement et rester parfois pendant de très longues périodes à un niveau assez bas. Les entreprises, elles doivent aller accompagner cette convergence, d'abord pour des raisons positives. Raisons positives, j'en citerai deux. La première, c'est d'aller chercher une proximité de ses clients. Donc les clients pétroliers dans les grands pays pétroliers, en particulier lorsque des compagnies nationales ont été créées, exigent une proximité qui est tout à fait naturelle, une proximité qui exige de bien comprendre la culture. Donc ça, c'est un élément positif. On va chercher des ressources humaines très proches de nos clients. Le deuxième élément positif, c'est qu'on va aussi aller chercher des ressources, par exemple des ressources intellectuelles, des ressources humaines pour la capacité d'engineering quand on fait de l'ingénierie. C'est par exemple ce que l'on fait quand on va travailler en Inde. Au début, ceux qui ont commencé à travailler en Inde et aller ouvrir des centres d'ingénierie en Inde, c'était principalement pour des raisons de coût. Et très rapidement, on s'est rendu compte que c'est aussi parce que c'est un réservoir de talent absolument formidable. Il y a ensuite un effet de convergence qui, lui, est un peu plus contraint, qui vient des compagnies nationales ou des États qui, eux, veulent développer un tissu industriel. Et on y reviendra un petit peu tout à l'heure parce que je pense que ces contraintes de contenu local peuvent présenter de vraies opportunités pour redémarrer les mécanismes de convergence. Merci beaucoup. Merci Thierry. Merci de l'applaudir. Alors, je pense qu'on peut passer à une première session de questions-réponses. Si vous avez des questions, voilà, merci de vous présenter. On vous apporte un micro. Alors, plutôt des questions, évidemment, qui concernent notre premier thème, évidemment. Bien. Mon nom est Sylvain Paré, je suis philosophe. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur important de polarisation ou un obstacle important à la convergence qui n'a pas été mentionné, qui est la croissance démographique? Je donne un exemple rapide. Je suis belge. La Belgique, au moment de l'indépendance du Congo ex-belge, comptait environ 9 millions d'habitants. Le Congo, 14 millions à cette époque. Au début du 21e siècle, la Belgique était passée à 11 millions, le Congo à 52 millions. La projection pour 2050 est la Belgique à 14 millions et le Congo à 150 millions. Dans ce contexte, il est tout à fait impossible pour le système scolaire congolais de suivre la cadence. Donc le développement du capital humain est une catastrophe au Congo. L'importance, vous avez tous attaché de l'importance à ce capital humain comme un facteur crucial de convergence. Bon, est-ce que la différence de ce point de vue-là entre la Chine, la politique de l'enfant unique et le Congo n'est pas un facteur important pour comprendre l'évolution de la distribution des revenus moyens à travers la planète aujourd'hui? Alors, qui veut répondre, Mohamed? Oui. Oui, moi je pense que, excusez-moi monsieur, vous avez certainement raison, là, le constat, mais aujourd'hui on ne va pas être malthusien sur ces questions. La Chine, effectivement, a eu la politique de l'enfant unique, mais la Chine, c'est 1,3 milliard et c'est extrêmement important. Et la Chine a eu un réservoir de main-d'œuvre de 300-400 millions qui a permis justement d'aller alimenter l'industrie à très bas coût et assurer pendant 30 ans un décollage économique spectaculaire. Donc, et de toute façon, nous sommes face à une réalité qui est là. Parce que vous avez parlé de la projection de la population pour le Congo à 150 millions, mais c'est toute l'Afrique qui va se prendre 1 milliard d'êtres humains supplémentaires d'ici 2050. La question n'est pas celle-là. La question, c'est quelle politique publique mener face
à cette question. Je vous donne juste un exemple, mais très court. Je suis dans les engrais, donc je pense que je vais parler de quelque chose que je connais aujourd'hui. L'Afrique dispose de plus de 60% du potentiel des terres arables dans le monde aujourd'hui. En Afrique, il y a de l'eau partout. Évidemment, il y a des régions où il y a du stress hydrique. Moins de 4% des terres agricoles sont irriguées aujourd'hui. Le taux d'application des engrais pour les rendements agricoles sont moins de 8 kg par hectare, pendant que la moyenne mondiale est de 150 kg par hectare, et que 70% de la population vit de l'agriculture. Donc la question des revenus pour les populations est liée aujourd'hui et pour un certain temps à cette question agricole. Donc ensuite, sur ces fermiers africains, 70% sont des femmes. Et la question du genre est extrêmement importante. Je ne pense pas que je vais être démenti par les deux collègues africaines qui sont ici. Et aujourd'hui, je vais parler de mon pays, le Maroc. Je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons des changements structurels extrêmement profonds auxquels on ne fait pas assez attention. Le taux de nuptialité des femmes, il est passé en moins de 20 ans, de 18 ans à 29 ans. Les enfants, le taux de fertilité, il est passé de 7 à 2,2 en moins de 40 ans. Je vais vous étonner encore plus sur les résultats du baccalauréat. Cette année, il y a plus de bachelières que de bacheliers. Et sur les 40 premières notes supérieures à 19, 33 sont... Les 3 premières notes, c'est des filles et 7 des garçons. Donc vous avez ces changements structurels. Donc aujourd'hui, c'est en rapport avec l'investissement qu'on mettra dans le capital humain, dans l'accompagnement des familles. Le Congo est un pays très riche, monsieur. Mais vous le savez aussi, vous êtes belge. On appelle le Congo le scandale géologique. Aujourd'hui, l'État congolais tire 2% des revenus de l'exploitation des richesses minières du Congo. Alors, il faut qu'on rétablisse cette injustice-là. Et croyez-moi, le problème, il est là. Il n'est pas dans l'accroissement démographique, même si je suis d'accord avec vous qu'il faut contrôler ça. Alors, merci beaucoup pour votre réponse. On va laisser aussi répondre donc Rakia et Jomo qui veulent rajouter quelque chose. Oui, merci. Merci, c'est Rikia. Oui, non. Pardon, Rikia, excusez-moi. En fait, je voudrais vraiment rebondir sur la question que nous a posée notre ami philosophe pour dire que son constat est totalement vrai, mais en même temps, comme l'a dit tout à l'heure mon voisin, cette transition démographique en fait que l'Afrique vit aujourd'hui et qui la projette dans les années à venir comme un continent qui sera super peuplé, est en vérité aussi une chance. Parce que tout à l'heure, on a parlé de classes moyennes qui émergent. Les dragons d'Asie, justement, si ils ont réussi à accroître leurs revenus, c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a eu une classe moyenne qui a commencé à consommer et à davantage consommer. Et donc, cette transition démographique en Afrique est aussi une force dès lors qu'on réussit à y répondre comme un défi. Et pour y répondre comme un défi, c'est ce que nous avons tous dit autour de cette table, c'est investir sur le capital humain. Mais j'en profite pour rebondir sur la question de la colonisation, pour davantage insister sur le fait que, c'est vrai, on me l'a rappelé tout à l'heure, que la colonisation n'a pas eu que des effets néfastes, puisque, entre autres, en l'occurrence, les entreprises qui ont été appelées, entre guillemets, à la rescousse, sans évidemment la vie de ceux qui en ont probablement besoin, ont laissé par finir certaines compétences. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en vérité, il faut qu'on ne se mente pas. Des pays africains de la zone ouest-africaine, et pour ne pas dire le consortium de pays qui est dans la région de l'UEMOA et qui aussi se trouve dans la région de l'Afrique centrale, n'a pas sa monnaie. Il y a quelques pays aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale qui ont une monnaie qu'on appelle le franc CFA, qui en vérité est une monnaie qui est arrimée au franc français d'alors et à l'euro. Et
quand on vous raconte l'histoire de ce franc, en vérité, c'est un franc qui découle d'un impôt colonial que ces pays continuent de payer jusqu'aujourd'hui parce que pour que ces pays obtiennent la décolonisation, ils ont dû consentir un impôt qu'ils payent jusqu'aujourd'hui pour avoir un franc qui est arrimé à une devise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a encore des boulets et des freins pour certaines régions du monde pour qu'elles puissent atteindre la convergence que nous appelons de tous nos voeux. Et investir sur le capital humain dont je parlais, nous ne sommes pas du tout en divergence d'opinion, bien au contraire. Ce n'est pas effectivement les puissances extérieures qui vont venir permettre à des régions comme les régions africaines de se développer, mais ce que je veux dire par là, dès lors que nous sommes dans un contexte de mondialisation et que de toutes les façons, ces capitaux arrivent dans toutes les régions du monde, il faut justement s'arranger pour que ces capitaux qui arrivent puissent arriver à bon port et surtout dans les secteurs qui nous intéressent. Mieux, je voudrais donner l'exemple de la Chine pour venir à un exemple micro et terre à terre. Quand la Chine a voulu s'ouvrir au monde, très simplement, la Chine a dit « Je suis d'accord, je vais vous acheter des avions, je vais vous acheter des TGV, mais en revanche, derrière, ce que je vous demande, c'est de me transférer les compétences. Et donc, je sais que pendant les premières années, je vais vous acheter ces équipements, mais je sais que 5 années, 10 années plus tard, je serai en mesure moi-même de les produire. » C'est pour ça que je disais, le capital qui vient être investi dans certaines régions en voie de développement, ce capital-là doit être assorti de conditions équitables et justes qui permettent à ces pays de pouvoir se transférer ces compétences pour, après, devenir véritablement autonome. Merci beaucoup Rikia. Alors on voit beaucoup de questions déjà, il va falloir qu'on enchaîne après avec la deuxième partie de notre débat, mais on va prendre encore une question, mais alors on prendra juste une seule réponse. Excusez-moi Jomo. Alors on a un petit peu de musique. Ah oui, non mais l'étudiant sera après. Une question. Oui. Alors allez-y, on vous écoute. Sorry, thank you. I like the passion that there is on the panel. I think this is really great. Yes, especially the passion towards convergence. But I wonder whether the unspoken question is, are the benefits of divergence currently so great that they outweigh the overall benefits of convergence, especially the socio-political benefits of the divergence and disparities that exist in the world? And we're therefore likely to have the forces that want to keep the divergence overpower the forces of convergence. Alors, qui veut dire un mot là-dessus? On vous sent moins passionné d'un seul coup. So? Non? Well, I'm not sure what to say because I'm not sure who's in favor of divergence, except the most privileged in the world. And there are forces, and very often they do not necessarily espouse divergence, but the consequences of the actions are reinforce divergence. Let me give you a simple example coming from the preceding discussion. If you take, for example, food production, Africa used to be a net food exporter until the 1980s. After that, it has become a net food importer. What we were told was that with trade liberalization, Africa would realize its real potential. What happened was Africa lost its productive potential, not only in manufacturing, but even in agriculture. And the result is that Africa cannot compete with subsidized imports, food imports, from the European Union or from North America. So, for example, now you find that chicken wings and chicken legs from the US, because the US has a preference for chicken breasts, are going to flood not only the Americas, but also increasingly Africa and Asia. So you're going to have a transformation all in the name of trade liberalization, when in fact, it also involves subsidization, which is allowed by certain countries, which developing countries cannot afford to do. So you have forces, but nobody will say that they are in favor of divergence. So this is the challenge which we face. Let me stop. Thank you. On va continuer donc notre débat avec donc notre deuxième partie sur voir maintenant comment faire pour continuer à accélérer ce processus. How to accelerate the current convergence process, how to ensure on sustainable catch-up. So perhaps Jacqueline, you can
begin? Jacqueline? I think I'll make 3 points on this issue. If the process of development that we followed so far is skewed because some countries started off on the wrong footing. I mean, like Africa, you're coming from colonization, you don't have the resources, you don't have the skills, you've changed your mode of governance from the traditional one into democracy, and everybody should become democratic. You're struggling to understand what this is. And then fast forward 50 years down the road, you're competing in this global economy with countries that have not had to go through what you've gone through because you lost your most productive generation to build other economies. And we are largely an agricultural continent. So we must therefore invest in those sectors in Africa that will change the performance of the economies and also allow Africa to feed herself and to feed the rest of the world. In other forums, we talk about agriculture, we talk about mechanization, industrialization, all very good. But we have, over time, abandoned our natural crops and products into what the cash crops that the world needs, to the extent that today an African woman goes to the market to buy vegetables. Now, that's crazy, because you should be able to feed yourself first and foremost. So it's investing in those sectors, I think, that are traditional. And yes, the new emerging sectors, you talked about oil and gas. In my country, Kenya, we've discovered oil. Oil discovery is not always a good story for the developing world. So we need to build skills on the part of the developing world to negotiate contracts that give back something to the communities as we export our products, as we export our natural resources to be developed in other economies. Africa needs to have investment in the continent that will allow her to manufacture value-added products as opposed to continually exporting her raw materials. So investment in the continent and through real meaningful PPPs, investments as opposed to development aid, and I think that's the story that has been bought. The second one has been referred to, and I think is skills and education. We need to have skills within the continent to drive the economies that the sectors that need to develop within the continent, investing in things like infrastructure. Africa has shown that we have innovation. Mobile money transfer is something that grew in Kenya and has now spread to Zimbabwe through EcoCash. You can use Tigo in Ghana, and you can see that in many ways there are innovations that are coming from Africa, which need to be built on and financed to be able to grow it so that Africa can compete well. Finally, I think I want to address the issue of governance. We've talked about it. And this is governance from a point of view of changing the image and building the competence within the continent. And this is for Africans to do, really, to be able to compete, to have discussions, to commit to ethical businesses, so that when you have partnerships, you know that they're win-win partnerships. And I think there's a lot of work that is happening in that area. As we speak now, African governments are discussing what we were previously talking about, and that's demographics. And how do we build on this to be able to help our youth acquire the skills that they need to, as the rest of the world grows older and Africa is growing younger, how do we change that story into a success story for the continent? Every time this sign goes up, I stop, but not everybody obeys it, but I'll obey it again. Thank you, Jacqueline, thank you very much. Alors donc on va continuer avec vous, Rikia, sur ces pistes. Justement, on voit déjà pas mal d'idées sur l'investissement, vous êtes tous d'accord, sur l'éducation, mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Absolument, je pense qu'il y a quand même un consensus qui se dégage autour des pistes pour renforcer la convergence des économies, pourquoi pas l'accélérer davantage. Ce que moi je voudrais ajouter sur ce qu'a déjà dit ma sœur Jacqueline tout à l'heure, c'est qu'il y a un aspect essentiel sur lequel on n'insiste pas assez. On a parlé de la problématique des matières premières, dont les cours évidemment continuent de dégringoler. Et puis à côté, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que les accords commerciaux de l'OMC ne favorisent fondamentalement que les pays développés. Et donc l'une des pistes justement pour aller vers une plus grande convergence des économies serait de réfléchir à comment au niveau par exemple des institutions internationales comme l'OMC, on arrive à mettre sur la place des débats des sujets qui arrangent
favorise à la fois les pays en développement et les pays riches. Parce que si on continue de mettre en œuvre des accords qui ne favorisent que les pays développés, malheureusement, on n'ira pas vers une convergence, mais davantage les économies vont diverger. Deuxièmement, ce qui me semble important, que tout le monde a déjà dit, mais sur lequel je voudrais davantage insister, c'est la question de l'autonomisation des populations. Parce que ce dont on parle, effectivement, on a vu ces dernières années plusieurs pays, que ce soit en Asie, y compris en Afrique, qui ont accéléré leur croissance. En Afrique, par exemple, nous avons des pays dont le taux de croissance aujourd'hui tourne autour de 5 à 7%, pendant que des pays développés stagnent à 2%. Mais ce qui pose problème, ce n'est pas tant donc, le défaut de croissance, puisqu'aujourd'hui, la croissance, elle est de retour en dépit du ralentissement d'il y a quelques années, de ces dernières années en Afrique, mais la croissance est de retour. Mais ce qui pose problème, disais-je, c'est le caractère inclusif de cette croissance-là. C'est-à-dire qu'il nous faut penser à produire une croissance inclusive. C'est valable pas seulement en Afrique, mais dans toutes les régions du monde. Parce que les questions, justement, d'inégalité et d'instabilité proviennent de là, proviennent des frustrations qui naissent de cette dichotomie et donc de cette divergence. Il se fait que si nous œuvrons à une croissance inclusive, c'est-à-dire une croissance qui fait travailler les groupes cibles d'un pays, à savoir les femmes, les jeunes, et donc en termes d'éducation, en termes de santé, mais aussi en termes de capacitation, et que donc ces groupes cibles travaillent à la production de la croissance, eh bien, au niveau aussi du partage de la prospérité et donc du partage du revenu, on s'aperçoit qu'on aura davantage créé des mécanismes qui favorisent l'ensemble des nations, donc des pays et pourquoi pas des économies du monde. Donc il me paraît important, lorsque par exemple on prend le cas de l'Afrique où on dit que notre principale valeur, c'est l'agriculture. Mais ce qui est essentiel, c'est que l'agriculture, aujourd'hui, on est tenu non seulement de la moderniser et de la mécaniser pour qu'elle crée les conditions donc, de la sécurité alimentaire, mais surtout pour qu'elle puisse être exportée sur les marchés des internationaux. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est l'investissement. Et de quel investissement parle-t-on? On parle effectivement de renforcement de capacité des agriculteurs, mais ces capacités ne sont pas que techniques, elles sont aussi financières. Et ça, c'est vraiment le sujet qui m'intéresse moi le plus, c'est-à-dire c'est le financement des agriculteurs, le financement des populations à même d'apporter leur pierre à l'édifice de la croissance. Merci beaucoup Rika, merci pour votre enthousiasme aussi. Jomo, what is your answer to that question? How can we now accelerate the convergence? Yes, allow me to make three suggestions for priorities. First, on the area of finance, there are a whole range of financial reforms which are badly needed internationally. Unfortunately, the opportunity, which was once in a lifetime opportunity, which came following the 2008 crisis, was not seized upon in order to make these conditions possible. But I believe that it is still necessary to keep on pressing for them. Africa and many other developing countries have been now opened up their capital account. And you now have a very unfortunate situation that there is more capital flowing out than flowing in. It is like there was a Malaysian economist who wrote more than half a century ago. It's like opening a bird cage and expecting more birds to fly in than to fly out. This is simply not going to happen. But this is the situation in international finance, which is supposed to be conducive to development. The second point, and of course there will be need for tax reforms in relation to this. So in a sense, what Piketty and others have been advocating needs to be thought about not only at the national level, but also at the international level. The second area is in the area of trade. We've heard a lot about some of the problems associated with trade, and there are a set of issues which need to be addressed, including, for example, a re-emphasis on the commitment to multilateralism. The big change which has happened in the last 15 years is that Europe has changed its position. It has turned away from its earlier commitment to multilateralism in favor of regional and other kinds of arrangements, which in my view are very, very problematic. And so you now have a weak commitment towards multilateralism, weak commitment to the Doha round, and a weak commitment to improving trade arrangements. The third and final thing is that there is really a need for a global New Deal. A global New Deal which
which will basically restore the space for Keynesian policies, restore the space for development policies. There were, again, following 2008, there was a huge opportunity. And in some sense, I know this is not a very popular thing to say, but the French managing director of the IMF, he did have a vision of what could have been done at that moment. But that moment was lost, but it is not too late because it is dragging down the south of Europe as well. And so what we have now is a situation where Europe, which used to be the engine of growth for the world economy, is also holding back the rest of the world, besides holding back itself. So there's a need for expansion at the world level, and we need to begin that kind of conversation towards that. The G20, despite the promise which is showed in 2009, 2010, has unfortunately failed and is unlikely to be able to provide the necessary leadership. It has, once again, to come through multilateral means. Thank you. Thank you very much, Jomo. Mohamed Soel, quelle est maintenant votre vision des choses pour accélérer cette convergence, accélérer ce mouvement? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il me semble qu'il y a trois choses à examiner de très près. Je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, le développement doit être pris en charge par les pays, les populations concernées. Il n'y a rien, c'est pas en s'appuyant sur autrui qu'on va assurer son propre. Donc, on a notre propre responsabilité sur cette question importante. Mais aujourd'hui, lorsque l'on voit l'investissement dans le monde, un dernier chiffre que j'ai examiné il y a quelque temps, les 70% des investissements, des flux d'investissement dans le monde, ils vont dans les pays développés eux-mêmes. Et c'est normal. Les firmes cherchent leur rendement à leurs investissements. 30% dans le reste du monde, dont une bonne partie va en Chine, ce qui est là aussi tout à fait explicable. Sur 140 pays qui reçoivent des flux, les 140 pays reçoivent moins de 5% des flux d'investissement mondiaux. Quand il y a des investissements, je vais parler particulièrement de l'Afrique, c'est aujourd'hui plutôt les Chinois, les Brésiliens et autres investissent pour avoir accès directement aux matières premières, sans que les pays puissent transformer chez eux ces matières premières. Je donne un exemple, encore je suis désolé, je reviens à la question d'engrais. Vous avez du gaz, vous avez des phosphates, vous avez de la potasse que des firmes étrangères viennent exploiter et qui sont re-exportés pour une infime partie en Afrique à des prix absolument incroyables. Alors que ces ressources naturelles, que ce soit l'agriculture, la forêt, les mines, etc., sont un levier de développement technique, technologique, humain, d'emploi, etc., etc. Donc ce sont des questions. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme réponse aujourd'hui à des pays avancés, un Occident aujourd'hui qui lui-même vit ces problèmes, on le voit bien, face à ces inégalités entre pays, face aux risques perçus de pays comme la Chine, l'Inde qui vient, l'Indonésie, etc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de déréguler en interne comme réponse à une concurrence externe, sur le plan de la fiscalité, sur le plan du marché du travail et sur le secteur financier. Après la crise de 2008, on a dit qu'on va complètement séparer la finance de marché de la finance domestique, disons, voilà, on s'est compris. Et aujourd'hui, on est en train de revenir, mais encore plus grave. Trump, aujourd'hui, il est en train d'annuler toutes les décisions qui ont été prises les arbitrages fiscaux dans les pays développés se font de manière à peser sur ce qui reste de l'État-providence. Et tout ça n'aide pas. Alors que la solution, je prends l'Europe,
qui est quand même notre prolongement naturel. Et je dirais ça dans un sens inverse. La frontière de l'Europe, c'est l'Afrique subsaharienne. Sinon, le risque auquel va faire face l'Europe dans les années, et ça commence aujourd'hui, mais de façon encore plus grave, c'est l'immigration climatique, les problèmes de sécurité qui vont émerger encore plus fort, et c'est le repli sur soi, et c'est l'affrontement. Malheureusement, donc ces questions, donc le développement est une question qui nous concerne tous. Prenons-la à bras-le-corps et oublions ces histoires passées. On peut travailler, on peut élargir le marché. Aujourd'hui, il y a des exemples extrêmement intéressants. Je vois l'investissement de Renault à Tanger, ça profite à tout le monde, ça fait de l'automobile le premier poste d'exportation du Maroc et ça donne des opportunités extraordinaires et, je dois le dire, sans tuer l'emploi en France. Merci beaucoup, merci Mohamed Soual, merci. Alors on va terminer ce tour de table avec vous Thierry, donc Thierry Pilinco, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, on peut arrêter. Oui, pardon. Deux petites choses. Tout d'abord, pour revenir sur la gouvernance, l'expérience dans le monde pétrolier, on a des exemples assez frappants. Je prendrai trois pays qui sont la Norvège, le Koweït et la Malaisie. Trois pays dans lesquels la Malaisie n'a pas que des ressources pétrolières, heureusement d'ailleurs, mais trois pays dans lesquels le pétrole et le gaz ont été des éléments majeurs de développement et qui ont choisi des modèles assez différents. La Norvège avec une vraie volonté, une gouvernance très tôt, c'est le pays le plus jeune des trois en termes de ressources pétrolières et gazières, qui a voulu très tôt construire un vrai tissu industriel norvégien. Il y avait très peu d'industrie en Norvège et qui a voulu très tôt apporter l'innovation et développer ce tissu en Norvège. Si vous comparez au Koweït, et donc ce n'est pas seulement une histoire de PIB, c'est pas seulement une histoire de PIB par tête qui compte, puisque le Koweït a choisi quelque chose de complètement différent. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la convergence n'a pas commencé. Elle a peut-être commencé au Koweït, mais elle n'a certainement pas abouti. Et c'est d'ailleurs un des grands problèmes des pays du Golfe qui réalisent aujourd'hui qu'ils ont le problème démographique, ils ont l'argent, ils ont les réserves, mais ils n'ont pas développé le tissu industriel. Et donc aujourd'hui, il y a une espèce de rattrapage qui essaie de se faire à travers parfois une précipitation d'ailleurs, pour essayer d'amener des investissements le plus rapidement possible pour créer de l'emploi et de l'emploi pérenne. Et enfin, il y a la Malaisie qui a eu une structure de gouvernance assez forte, mais avec des partenariats privés-publics et avec au moins pendant un certain temps une préférence nationale qui ne doit pas durer très longtemps, parce que si elle devient trop longue, après on va perdre de l'efficacité, on va perdre de la productivité et de la compétitivité, mais préférence nationale qui a été limitée dans le temps et qui a permis de développer un tissu industriel, un tissu intellectuel autour des métiers du pétrole. Donc on voit que la gouvernance a un impact très significatif dans nos métiers. Ensuite, au niveau de l'entreprise elle-même, en particulier quand elle devient globale, a une responsabilité, et c'est un des éléments d'accélération de la convergence. La responsabilité principale, c'est d'abord de faire confiance aux gens, c'est-à-dire d'adapter des organisations qui soient beaucoup plus décentralisées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise devient malaisienne en Malaisie, norvégienne en Norvège, brésilienne au Brésil, américaine en Amérique. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle perd son identité, mais ça veut dire qu'elle est au sens vrai du terme, multinationale. Et donc, en parallèle à ça, en parallèle à ce développement et cette décentralisation, il faut aussi donner à l'ensemble des individus de cette entreprise globale les mêmes chances, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur religion, leur sexe. Et il faut absolument qu'il n'y ait pas de plafond de verre et que chacun puisse percevoir qu'à l'intérieur de cette entreprise, qui a sa propre identité, qui peut être multinationale, chacun peut progresser. Et ça, c'est une des vraies responsabilités, une des vraies clés pour accélérer la convergence.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Thierry Pilenko. Alors, on va reprendre notre session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. On vous apporte le micro. Alors oui, d'abord, on va commencer effectivement avec vous. Donc, comme on le fait traditionnellement, notre étudiant qui est parmi nous. Donc, c'est Simon Freiberger. Hein, vous êtes voilà, vous êtes étudiant à l'ENSAE, à Paris Tech. Donc, on vous écoute. Posez votre question. Ça marche? Est-ce que tout le monde m'entend? Okay. Oui. Super. Alors, comme je l'ai compris, enfin si je l'ai bien compris, l'Afrique dispose aujourd'hui d'assez peu de capitaux comparé aux autres pays, et donc du coup peut difficilement, entre guillemets, lever des impôts et se baser sur ce qu'elle possède sur son sol, sur ce que possèdent ses habitants, pour construire des infrastructures. Alors aujourd'hui, j'étais à une autre conférence dans un hôtel un peu à côté sur la Chine, et il disait, bon, avant de produire, enfin je sais plus comment il disait ça, mais il faut construire une route. Et donc du coup, j'ai la sensation que le développement, il passe entre autres par la construction de ce genre d'infrastructures. Et là, je m'arrive, pour ces infrastructures, il faut donc emprunter des capitaux étrangers, a priori. Or, pour quelqu'un qui a des capitaux, il est aujourd'hui plus intéressant d'investir, par exemple, dans le parc téléphonique des téléphones cellulaires dans les pays riches que dans des infrastructures dans des pays d'Afrique. Ma question, c'est comment on résout ou on contourne ce problème? Est-ce que ce problème il va être contourné parce que voilà, au fil du temps, ça va devenir moins intéressant d'investir dans des téléphones dans les pays riches, ou est-ce qu'il y a moyen de contourner ce problème en se disant voilà, on va se baser sur ce qu'on a et puis on va produire avec ce qu'on a, on va commencer par augmenter le capital humain, et ensuite nos habitants réussiront à exploiter les ressources d'eux-mêmes sans forcément avoir trop de capitaux au départ. Enfin, voilà. Comment est-ce qu'on contourne ce problème aujourd'hui, qui est que c'est pas pour les entreprises et les possesseurs de capitaux des investissements qui sont rentables, enfin les plus rentables? Merci. Alors, merci à vous. Qui veut répondre? Mohamed avait envie de répondre, oui. C'est une question très intéressante, et je vous remercie beaucoup. Sincèrement, je vous remercie pour cette question. Je vais donner trois indications. Alors, assez rapidement, parce qu'il faut qu'on ait mais très rapide, plus de réponses possibles et encore d'autres questions. Très rapide. Sur les investissements sur le téléphone, je peux vous assurer que l'exemple est venu d'Afrique, et aujourd'hui, on a quasiment un taux de pénétration qui frôle les 100% sur le téléphone. Et nous avons des exemples extraordinaires qui viennent du Kenya et qui sont un exemple pour le monde. Je parle sous le contrôle de Jacqueline. M-Pesa, tout le paiement électronique, c'est au Kenya où il y a les solutions les plus innovantes. 1. 2. Aujourd'hui, il y a 800 milliards de dollars sur les 10 dernières années qui sont sortis illicitement d'Afrique. Laissons à l'Afrique son argent. Il saura quoi en faire. 3 aujourd'hui, c'est que les multinationales qui opèrent doivent accepter aussi des opérations d'offset. On a une concession, mais on apporte au pays quelque chose, y compris des routes, des chemins de fer, etc., etc. Donc on ne va pas demander au pays de construire le chemin de fer et ensuite donner à la multinationale la mine pour pouvoir prendre la mine. Donc vous voyez, il faut être dans une posture où on est tous gagnants, et c'est tout à fait possible. Merci pour votre question. Merci pour votre réponse. Rikia, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, mais on va passer à une autre question peut-être. Oui, après. justement, je vais faire très court parce qu'il a pris en compte tout ce que j'allais dire, mais juste insister sur le fait que... C'est bien, vos réponses convergent, c'est formidable. Absolument. En tout cas, nos réponses convergent énormément. Non, je voudrais rassurer notre ami étudiant pour dire que non, bien au contraire, en ce moment, l'Afrique n'est pas du tout dénuée d'intérêt pour l'investissement des capitaux. Bien au contraire, je venais de dire dans mon propos que selon une intéressante étude de la CNUSTED, l'Afrique est perçue aujourd'hui comme la région du monde où l'investissement est le plus rentable, nonobstant les risques et autres. Mais
Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que les capitaux existent, veulent même s'y investir. La seule chose, c'est ce que mon ami a dit, il est important que ce soit à des conditions favorables et rentables pour l'Afrique. Et ces conditions favorables, c'est entre autres les taux, que ce soit des taux concessionnels, etc. Donc on n'est pas justement en déficit de ressources potentielles, mais c'est beaucoup plus les conditionnalités autour de ces ressources-là. Alors, on va prendre une autre question. Oui, monsieur, on vous apporte le micro. Merci de vous présenter, si vous voulez bien. Bonjour, Loïc Moutot, Société Mars. Dans la mesure où les économies convergent, et dans la mesure où c'est souhaitable, puisque sans doute ça permet une certaine pacification de l'humanité à travers l'économie, est-ce qu'une manière d'accélérer la convergence n'est pas de réformer de manière fondamentale les institutions internationales qui sont basées sur un monde en fait, qui était beaucoup plus divergent il y a presque 70 ans? Est-ce que c'est une source potentielle d'accélération? Alors, oui, Rikia? Je suis absolument d'accord et je pense que je l'ai dit tantôt dans mon propos, qu'aujourd'hui, les règles internationales commerciales sont en défaveur des économies en développement et qu'il nous appartient, et c'est là où il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, mais qui est absolument important pour la convergence des économies, c'est la notion de coopération sud-sud. C'est-à-dire que plus des économies qui se ressemblent se mettront ensemble dans des ensembles cohérents, mais très forts, plus justement ces ensembles-là, parce qu'ils seront plus forts, ils pourront négocier et peser sur l'édition des règles internationales. Et donc je rejoins totalement la proposition de notre ami. Une autre question? J'y ajoute, si vous me permettez, s'il vous plaît, j'y ajoute aussi qu'il faut des réformes institutionnelles au niveau national vers plus de démocratie, de participation, de liberté, y compris d'entreprendre. C'est aussi essentiel pour être en concordance avec les réformes nécessaires au niveau international. Oui, on a une question devant, si vous voulez bien porter le micro, puis ensuite là, et puis je crois qu'après on sera obligé d'arrêter les questions, parce que malheureusement le temps tourne et Lionel conclura donc cette session. Merci. Très rapidement, ici, il y a le thème là, des différentes tables. Était, vous pouvez vous présenter peut-être? Oui, Agnès Loud, Théâtre Antoine Vitesse, dans Aix-Marseille Université, donc secteur public subventionné, culturel. A priori, rien à voir ici, mais je trouve ça passionnant. Et je suis chef d'entreprise, je suis syndicat employeur. Mais ce qui me frappait, là, c'est que depuis tout à l'heure, en même temps, quand on cherche aussi les possibilités de convergence, juste avant, on avait une conférence retransmise sur La France est-elle prospère, où les responsables de SFR et Veolia demandaient en gros une dérégulation plus importante et moins de place de l'État. Et je crois entendre dans les propositions de nos camarades de l'autre côté de la Méditerranée, mais très proches, moi je suis pour le nord-sud, tout le monde ensemble. Hein. Je pense que ce ne sera pas que sud-sud, c'est les classes moyennes, comme vous dites, de tous les côtés. Il va falloir que sérieusement on se remonte les manches. Mais en tout cas, vous, est-ce que vous pensez qu'en effet, la place du politique, la place donc des habitants, des citoyens, l'inclusivité doit se faire par les entreprises, et je suis tout à fait d'accord qu'elles sont là pour apporter de la richesse, mais j'ai quand même l'impression que vous n'êtes pas tout à fait dans le même modèle que M. Bolloré ou SFR, et je parle sciemment de M. Bolloré, où j'ai été assez effarée, étant de Bretagne, moi, donc je connais très bien la famille, de ce qu'ils font en Afrique. Quand vous me dites qu'il faut que ce soit peut-être les autres qui construisent les rails, les infrastructures, mais quand c'est tout le pays qui devient dépendant à ce point-là d'une seule entreprise, ça me pose question, moi. Voilà. Donc je vous lance un peu la balle sur la régulation, la place du politique et l'articulation entreprise, régulation et habitants. On pourrait être parti pour 1 heure encore là, donc ça va être dur de répondre rapidement. Hein. Oui, mais enfin, je voudrais qu'il ne soit pas compris dans le propos qu'on est en train de demander à M. Bolloré de régler les problèmes d'infrastructure d'Europe. C'est loin de là, hein, loin de là, et au contraire, peut-être qu'il faudra remettre pas un peu plus d'État, mais un peu plus d'institutions et de régulation. Donc, c'est ce qui semble extrêmement, enfin, en tout cas, important d'inclusion. Aujourd'hui, l'Afrique, il est face à un problème important. C'est de mettre à niveau ses infrastructures institutionnelles, son capital humain, et favoriser les investissements sur les technologies qui vont tirer vers le haut ces pays-là. Et ça passe aussi par des infrastructures qui sont essentielles. Or, aujourd'hui, Madame le disait tout à l'heure, quand on voit les taux d'intérêt qu'on demande à ces pays, ce n'est pas du tout compatible avec ce qu'il y a lieu de faire. Ensuite, il y a de l'argent en Afrique. Il faut qu'une partie de cet argent reste la propriété des Africains et non pas pompée par ceux qui exploitent ces richesses. Voilà, c'est tout.
Oui, Jacqueline, bien sûr. Et ensuite Rika. Et je ne sais pas si on aura le temps pour une dernière question. Peut-être pas, du coup. On me fait signe que non, je suis désolée. Alors, le micro. Yes. Very briefly, I just wanted to give you an example of a lot of public-private partnerships that are happening in Africa. And the reality is that government cannot do it alone, the private sector cannot do it alone. And of course, where we have international investors, that is welcome. There's recognition that there's a lot of money in the African continent already that can be invested in infrastructure projects, and that's happening. Kenya, for instance, has just opened a standard gauge railway that's going to change the landscape in the country, and there are discussions to do that all over Africa. You have pension schemes and lots of money that is there. In fact, many banks are chasing people with money. The issue is controlling interest rates, and Kenya, of course, has capped interest rates. It's having its own challenges. So we are not saying we're going to be reliant on donor money, no. But Africa cannot do it alone. So you pull together the public sector money, the private sector money, and where you have international partners, again bringing in that, but under very clear agreements where the returns are to the local people and actually go to change the landscape, as opposed to someone said a lot of money which should be in Africa is already out. Keeping that money within the continent to invest it, to open up Africa, for Africa to do more with herself, whilst keeping her eyes open to the opportunities out there. Thank you very much, Jacqueline. On va être obligé de conclure cette table ronde maintenant, même si je suis désolée, il y avait sûrement encore beaucoup de questions, mais c'était effectivement un débat extrêmement intéressant. Je vais laisser Lionel justement donc nous en faire la synthèse, le conclure. Merci. Donc ça va être un peu difficile de faire une synthèse parce que beaucoup de choses ont été dites. Néanmoins, on a eu droit à une discussion passionnée. J'espère qu'elle était passionnante également. C'est pas un hasard parce que je pense que la question a d'énormes enjeux. Et donc, c'est normal que tout le monde prenne cette question à cœur. Même si beaucoup de choses ont été dites, ce qu'on a pu constater, néanmoins, c'est que nos intervenants, eux, ont convergé. Hein. Donc, les pays ont du mal à converger, mais du côté des intervenants, il y a une grande convergence. Pour ne pas parler de consensus, j'ai dit qu'on a eu une discussion passionnante, et j'ai volontairement utilisé le terme de discussion, et pas de débat, parce que finalement, on n'a pas eu de débat, au sens où il n'y a pas eu des visions opposées sur des préconisations pour favoriser, voire développer cette convergence. Néanmoins, il y a deux points peut-être sur lesquels je vais insister et qui vont reprendre des éléments qui ont été évoqués par tous. Le premier point, c'est le fait qu'on est actuellement, pour un certain nombre de pays émergents et d'autres qui ne font pas partie des pays émergents, mais qui sont arrivés à un certain niveau de revenus par tête, on est arrivé ce que j'appellerais au milieu du gué. Ce que Barry Eschengreen, qui d'ailleurs était à la table, au débat sur rentrons-nous dans une stagnation séculaire, Barry Eschengreen a travaillé justement sur le développement d'un certain nombre de pays, et une de ses craintes, c'est l'apparition de ce qu'il appelle la trappe à revenus moyens. C'est-à-dire qu'un certain nombre de ces pays sont arrivés à un certain niveau de revenus moyens, et on voit bien que la stratégie qu'ils ont utilisée est celle d'intégrer la mondialisation, faire concurrence sur le secteur manufacturier essentiellement, et elle est à bout de souffle en quelque sorte, parce que avec cette élévation, avec ce revenu moyen, maintenant le coût de la main-d'œuvre est relativement élevé, et ils se retrouvent eux-mêmes concurrencés par d'autres pays qui utilisent la même stratégie, Vietnam, Bangladesh, etc., et en difficulté. Et donc, il faut qu'ils changent de modèle, de poursuite du développement. Et pour changer de modèle, il faut qu'ils développent, justement, il ne faut plus que ça passe sur les exportations, mais qu'ils développent leur marché intérieur. Donc on a parlé de politique keynésienne, je pense, de classe moyenne, etc. Donc vraiment développer une classe moyenne, un marché intérieur qui pourrait être les débouchés essentiels. Il faut toujours poursuivre les exportations, mais essentiels du développement. Alors ça passe, et vous avez beaucoup insisté dessus, par le capital humain et l'éducation. Donc je pense que ça, c'est le point essentiel. Et ce n'est pas gagné, hein, ce n'est pas évident de changer de mode de développement et de passer cette trappe à revenu moyen. Le deuxième point sur lequel il y a eu un consensus, et d'ailleurs l'adjectif a été utilisé, c'est justement sur le fait qu'il y a une condition qui est nécessaire, quel que soit le mode que vous voulez employer, etc. Il y a une condition qui est nécessaire, qui n'est pas nécessairement suffisante, c'est les réformes institutionnelles qui ont été évoquées à diverses reprises. Jomo a parlé des droits de propriété, vous avez parlé de démocratie, vous avez parlé d'autonomisation des populations. Donc cette condition nécessaire, c'est
Ces réformes institutionnelles, c'est-à-dire ce que deux économistes, Acemoglu et Robinson, ont très bien, enfin, ils ont fait beaucoup de travaux, mais ont très bien expliqué dans un ouvrage de vulgarisation que je vous invite à lire, c'est qu'il faut passer d'institutions extractives, donc une partie de la population en bénéficie, à des institutions inclusives, et vous avez utilisé à plusieurs moments ce terme-là. Et ça aussi, c'est pas évident. Mais quand on parle de réforme institutionnelle, c'est pas seulement politique, hein, on a insisté dessus, c'est aussi les acteurs du monde économique. C'est-à-dire que c'est des réformes sur les institutions du marché du travail, mais même sur le marché des biens, c'est éviter la mise en place de monopoles qu'on a évoqué à plusieurs reprises, qui vont capter une grande partie de la rente, etc. Donc, réforme institutionnelle sur différents marchés, ça ne correspond pas forcément à ce qui a été évoqué sur la dérégulation. Hein, vous avez bien compris, c'est autre chose. Et ici, réforme politique, parce que souvent, c'est des blocages politiques qui vont empêcher... Il ne faut pas grand-chose parfois pour que le développement puisse se mettre en place. Merci beaucoup Lionel, merci à tous pour ce débat qu'on aimerait bien encore continuer. On voit qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci pour votre participation également et très bonne continuation.